Ces deux modèles vont à leur tour être remis en cause eux aussi, notamment parce qu'ils semblent laisser bien peu de liberté de choix à des électeurs prisonniers de leur milieu social, si on parle des variables lourdes, et de leurs relations affectives, si on parle de l'approche psychopolitique. Et dans la continuité de nombreux travaux en sciences économiques, va se développer le modèle de l'électeur rationnel. On le doit à Anthony Downs dans son ouvrage de 1957, Une théorie économique de la démocratie. On voit le lien tout de suite avec l'économie. L'électeur serait celui qui fait des calculs coût-avantage, et ces calculs, il les fera en fonction des programmes politiques. L'électeur se pose alors la question suivante: quel programme maximisera mes gains ou minimisera mes pertes? Rappelez-vous le vocabulaire de la science économique et appliquez-le. Quel programme, quel candidat maximisera mon utilité? Dans le cadre de cette théorie, voter serait donc un acte rationnel. Et dans ce cadre, et toujours dans la continuité de ce qui se faisait en économie à la même période, les choix des lecteurs sont fonction de sa capacité de traitement de l'information politique. Or, cette capacité est limitée par deux choses, au moins deux choses, les représentations mentales de l'électeur, c'est-à-dire la manière dont il traite l'information, et la qualité de l'information. Et ici, on voit tout l'intérêt des campagnes de communication en politique. On dit que la rationalité est limitée. En conclusion, les identifications partisanes et le poids du milieu social verraient leur importance diminuer au profit des enjeux de la campagne et de leur médiatisation. C'est pourquoi on appelle cette dernière approche théorie du vote sur enjeu. Et cette dernière théorie pourrait être validée par le fait que les électeurs disent se retrouver de moins en moins dans les partis politiques ou être libres de leur vote. Cette dernière théorie, la théorie du vote sur enjeu, s'accorde très bien avec la montée de l'individualisme. Enfin, on associe souvent à cette dernière approche le fait que le vote puisse être stratégique. Par exemple, un candidat peut proposer un programme plus avantageux pour un électeur, mais sachant qu'il a de faibles chances d'être élu, l'électeur va reporter son vote sur le candidat qui a le plus de chances d'être élu et dont le programme entraînerait la moins grande perte de satisfaction. Sur ce dernier point, et si vous ne vous êtes pas encore endormi, vous voyez peut-être où je vais en venir. Dans tous les cas, il faut comprendre que les trois approches sont complémentaires. On l'a déjà montré avec l'approche des variables lourdes et celle psychopolitique. L'approche du vote sur enjeu complète les deux autres. Ainsi, le clivage gauche-droite structure toujours la société selon les études sociopolitiques qui en sont faites. Une grande partie des électeurs se dit de droite, de gauche ou du centre, mais cela n'empêche pas le vote stratégique de certains électeurs. Dans une population d'électeurs, il y aura des durs de durs qui voteront toujours la même chose, et vous en connaissez ou vous en connaîtrez, mais il y a aussi des volatiles. Mais avant de discuter de ces volatiles et de leur poids parmi les électeurs, regardons ce que donnent les dernières élections présidentielles et essayons de rapprocher ces résultats avec les trois approches.